Bonjour Alexandre, Bonjour. merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est entre Montpellier et Séoul. On continue notre petit tour du monde autour du bonheur. Et voilà, donc notre question pour nous, elle est fondamentale et on pense que tu es l'un des pionniers dans le monde du bonheur. En tout cas, tu as un éclairage à nous apporter qui pour moi est très important. Donc, c'est quoi le bonheur pour toi, Alexandre? C'est avant tout une façon de regarder le monde et c'est un regard sur le monde. En, en- J'allais dire bêtement, plus on a de définition du bonheur, plus on se coupe du bonheur. Si je dis le bonheur c'est ça et que je n'ai pas ce que je crois qu'il est, tac, je serai malheureux. Pour moi, d'abord, le bonheur, c'est une disponibilité à tout ce qui arrive et c'est capacité à trouver la joie en tout. Et comment tu fais pour justement pour trouver le bonheur dans tout? Alors, je dis pas que j'y arrive, j'y tends, je crois. Et justement, je crois que le bonheur nécessite trois piliers, finalement. C'est une pratique spirituelle, quelle que soit, mais ça s'apprend à essayer d'être moins envahi par les émotions perturbatrices. Le problème, c'est on attend d'être hyper mal pour commencer à essayer de se dégager de l'emprise des désirs, des peurs et des angoisses. La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est vraiment des amis. Je crois qu'on ne peut pas être heureux dans son coin en se coupant des autres. Et la troisième chose, c'est vraiment un engagement solidaire, essayer d'aider l'autre. Et je crois que ce trépied permet d'avancer. Oui. Et c'est pour ça, le bonheur, c'est une dynamique. Si on s'accroche au bonheur qu'on a eu hier ou avant-hier, on ne peut pas s'ouvrir à la joie qui est disponible aujourd'hui. Oui, c'est clair. Certains disent que c'est aussi une forme de liberté, le bonheur. Oui, alors, le grand esclavage, c'est par rapport à soi. On a peut-être tendance à croire que l'esclavage, c'est par rapport à l'extérieur. Et c'est vrai que on voit tous les jours à la télé des peuples, des individus qui ne peuvent pas être libres. Mais à côté de ça, il y a aussi l'esclavage de soi-même. C'est finalement, on peut être son propre bourreau. Et justement, il s'agit de pratiquer une voie pour échapper à cet esclavage de soi-même. Qu'est-ce que tu entends par, par s'occuper de soi? Comment? Paradoxalement, il faut prendre grand soin de soi, du corps, de l'âme, parce que finalement, on n'a qu'une vie et il s'agit de ne pas passer à côté de l'essentiel, mais aussi, moins on fait cas de soi, plus on est heureux. C'est paradoxal, mais euh, prendre soin de nous, c'est pas obéir au doigt et à l'œil à notre ego, mais au contraire, essayer de voir ce qui nous nourrit vraiment et ce qui nous fait avancer. C'est quoi pour toi la spiritualité? Il y a là aussi, c'est dangereux de définir, parce que dès qu'on définit, on crée une limite et on sépare les choses. Pour moi, la spiritualité, c'est ce qui me lie à plus grand que moi, ce qui m'invite à descendre au fond du fond, parce qu'il y a, on dirait, un moi social. C'est en gros les rôles que je joue du matin au soir. Il y a
moi j'allais dire un soi beaucoup plus profond qui est déjà dans la paix, dans le sans pourquoi. Et la voie spirituelle, c'est un chemin pour descendre dans l'intériorité. Descendre dans l'intériorité, c'est-à-dire descendre. C'est-à-dire, cesser d'avoir une vie réflexe, cesser de vivre sa vie sous le signe, sous le monde du pilotage automatique. C'est-à-dire, un email sympa, je suis joyeux, une mauvaise nouvelle, je suis au fond du gouffre. Finalement, c'est comme si on donnait une télécommande aux circonstances extérieures pour nous rendre joyeux, tristes, heureux ou malheureux. Et justement, là, on revient à la liberté. La liberté, c'est peut-être cesser d'être un robot, un jouet, une marionnette. Ouais, c'est pas faux, ouais. Qu'est-ce que tu penses de tu représentes, j'imagine aussi une partie de la population qui est handicapée, peu importe l'handicap qu'ils peuvent avoir. Est-ce que tu penses que il y a un message à transmettre autour de ça, qu'on peut se libérer justement de notre handicap et essayer de voir les choses de manière totalement différente? On peut déjà dire oui à la réalité telle qu'elle se présente et telle qu'elle s'impose au jour le jour. Déjà, pas voir le handicap comme un ennemi, pas considérer la maladie, la difficulté comme un ennemi, c'est déjà un pas immense. Et surtout, voir que le handicap, c'est surtout dans le regard des autres. Quand je suis avec mes enfants, ici à la maison par exemple, j'ai pas l'impression d'être handicapé. Et dès que je sors, il y a toujours un regard qui me le rappelle. Donc, à nouveau, la façon dont on regarde l'autre, on peut le tuer ou le, le révéler à lui-même. Et en quelque part, on est responsable du regard que l'on porte sur l'autre. C'est évident, ouais. Tu as écrit le best-seller Petit traité de l'abandon. Tu en parles justement à travers ce livre. Oui, mais c'est surtout une pratique quotidienne de pas, comme disait Sénèque, ne pas faire dépendre le bonheur de l'extérieur. C'est-à-dire, plus on est libre par rapport au quand dira-t-on, par exemple, plus on peut aimer l'autre librement. Et encore une fois, je pense pas qu'on peut être heureux en méprisant l'autre et en l'ignorant non plus. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais ça demande un travail de tous les jours. Tu sais, moi, ce que je constate à travers mon activité, puis à titre personnel, c'est que le sentiment, c'est qu'il y a peut-être 60-70% de la population qui est pris dans un conditionnement sociétal. Et donc, du coup, ça me paraît très difficile pour la plupart d'entre eux, déjà, ne serait-ce que de sortir de ce conditionnement et de s'apercevoir qu'on est conditionné et d'essayer d'envisager les choses de manière différente. Est-ce que tu penses qu'il y a des outils à transmettre? Ben, déjà, le premier pas, Épictète, un stoïcien, il disait, je suis un esclave en voie de libération. Et je crois que c'est une invitation à voir le quotidien comme un terrain d'exercice. Aller à la caisse dans un magasin, au lieu de vouloir passer avant l'autre, au lieu d'être pressé, voir que c'est une occasion pour se libérer. Un des grands ingrédients du bonheur, finalement, c'est la patience. C'est-à-dire la façon dont j'assume, dont je dis oui à ceux qui résistent à ma volonté. Et tout peut devenir terrain d'exercice. L'idée, c'est se déconnecter de tout ce qui n'est pas essentiel pour revisiter un lien beaucoup plus riche à l'autre. Et pour moi, le bonheur ne va pas sans un certain dépouillement. Parce que finalement, plus on a de matériel autour de nous, plus on est happé
et peut-être on perd ce contact avec l'intériorité, avec la joie. Euh, Ça pourquoi finalement le risque c'est de devoir toujours avoir une raison d'être heureux et dès lors on peut venir accro à la nouveauté, au toujours plus et être totalement coupé d'une saine reconnaissance envers la vie Ouais, au quotidien. tout à fait, ouais. D'un autre côté aussi, on voit aussi qu'il y a une population qui est en quête de sens, qui justement qui cherche des réponses, qui a envie de donner un sens à son activité professionnelle, à sa vie de manière plus simple. Est-ce que toi tu le vois aussi autour de toi? Oui, mais heureusement que l'homme et la femme échappent à cette emprise du tout consumériste. Mais il y a aussi le danger de faire du bonheur un objet de consommation et de récupérer le bonheur dans le champ du marketing. Il n'y a pas de recette dans le bonheur, il n'y a pas de baguette magique. La condition humaine, elle est tragique. Je veux dire, il y a une injustice fondamentale. Et encore, nous, on est du bon côté, on est privilégié d'un certain côté. Les ressources, je veux dire, je me souviens pas avoir eu faim toute une journée. Et ça, c'est un privilège que peut-être on oublie. Et c'est pas du tout moralisateur, c'est juste dire on a beaucoup de chance. Et le bonheur n'est pas un dû. Il, il est un partage, un art de vivre et un art de la rencontre, oui. Ouais, tout à fait, ouais. Et est-ce que tu penses que se rapprocher de la nature, privilégier la méditation, est-ce que c'est des choses justement qui peuvent bah, de plus en plus nous ramener vers notre propre intérieur pour notre propre épanouissement et donc du coup pour l'épanouissement aussi de notre entourage, quoi. Oui, oui, déjà simplifier, pour moi c'est un mot important. Et Taureau, il disait simplifier, simplifier, simplifier. Et je crois que le zen, par exemple, préconise un retour à cette simplicité quand le mental est porté à toujours commenter, disqualifier le réel. Et un des obstacles au bonheur, ce me semble la comparaison. Plus on se compare aux autres, moins on est ancré dans la réalité. Donc, une vie simple qui est pas forcément une vie de, de renoncement, au contraire. Je crois que plus on est enraciné dans l'essentiel, plus on est joyeux. Donc on pourrait dire la simplicité, cultiver sa spiritualité, cultiver l'humain. Ça, Cultiver le rapport à l'autre, cultiver aussi la gratuité, si on est ligoté à l'idée d'une carrière, d'un but, d'une ascension sociale, c'est comme si on poursuivait quelque chose qui nous rend par essence malheureux. Et je pense que euh, le lien d'amour, que ce soit l'amitié ou l'amour conjugal ou autre, filial, ça nous nourrit. Et là aussi, il ne s'agit pas de faire porter à l'autre nos blessures. Souvent, on a tendance à évaluer le lien à l'autre en disant tu me manques. C'est fou d'associer l'idée de manque à l'amour. pourquoi? Euh, Parce qu'on peut aimer quelqu'un dans la plénitude sans être dans une relation de besoin. Et souvent, Maître Eckhart l'a dit,
quand on dit je t'aime, il y a souvent l'idée j'ai besoin de toi. Et un amour purement gratuit, je pense à mes enfants, si j'ai besoin d'eux pour exister et pour être heureux, je leur mets une charge. Je suis heureux qu'ils existent et ça me nourrit complètement, mais si j'exige d'eux de me rendre heureux et de se conformer aux attentes que je nourris pour eux, c'est pas de l'amour à mon sens. Ouais, il faudrait justement cultiver l'amour inconditionnel, ce serait ça. Ouais, oui, sans condition, sans réserve, oui. Mmh. Et déjà envers soi, je pense que si on n'a pas goûté cet amour inconditionnel envers soi-même et envers la vie, et être heureux pour moi, c'est aimer la vie. Et Ouais. l'amour de la vie est pas évident. Non, c'est vrai, ouais. Tu parlais de tes enfants. Moi, j'ai dressé un constat avec ces années. J'ai l'impression que tout part de l'éducation. Et on est en train de créer une école que j'ai appelée l'école de la vie pour les enfants. C'est de la maternelle jusqu'au bac, qui est une école alternative. Parce que je me dis que un adulte à l'heure d'aujourd'hui, c'est malgré tout, c'est quand même assez long, cette période de déconditionnement. Alors qu'un enfant, finalement, il est dans l'ouverture dès le départ. Qu'est-ce que tu penses justement de l'éducation? Est-ce que tu crois que c'est l'une des clés justement pour, comme on dit, de changer le paradigme? Je pense que les adultes devraient d'abord se mettre à l'école des enfants. Les enfants, c'est une un des exercices de la vie spirituelle, c'est quitter les préjugés et finalement on est lourd de son passé qui fait écran entre soi et le monde et dans le regard d'un enfant, il y a cette innocence, cette vulnérabilité aussi et je pense que c'est une responsabilité d'éduquer à la joie, au bonheur et à la liberté sans avoir d'idées préconçues sur les enfants. C'est dramatique, les parents qui voudraient pousser leur enfant sur une voie. Je pense que la meilleure éducation, c'est l'exemple. Prêcher par une exemplarité dans la bienveillance, aussi dans la faiblesse, montrer que les parents sont fragiles, mais qu'ils essaient de progresser et qui ouais, pas borner. C'est important de montrer à l'enfant le parent tel qu'il est. Là aussi, ne pas jouer de rôle. Qu'est-ce que tu entends par pas jouer de rôle? Ben, on a moi qu'on voudrait présenter aux autres comme façade et dès lors qu'on commence à jouer un rôle, on se coupe de l'intériorité. Et ça, les enfants le sentent mieux que quiconque, quelqu'un de vrai. De nouveau, j'exhorte souvent mes enfants d'écouter leur boussole intérieure parce qu'évidemment, en tant que parent, on envisage tous les dangers, les mauvaises rencontres, et on ne peut pas prémunir contre tous les dangers, mais essayer d'enraciner dans l'enfance cette capacité d'écouter leur boussole intérieure. On entend par boussole intérieure l'intuition? L'intuition, oui, l'intuition, c'est voir avec le cœur finalement. D'accord. Et si on était amené justement à développer une école différente, selon toi, qu'est-ce qui serait vraiment primordial à apporter à ces enfants? Ôter la comparaison et encore plus la compétition. Dès lors qu'on compare, je pense que c'est le début de grandes souffrances
aussi l'intégration des personnes dites différentes, qui est pour moi une richesse pour l'enfant d'être ouvert à un mode de vie qui est différent. Pour moi, c'est pas, c'est un cadeau de part et d'autre, l'intégration des personnes handicapées ou, ou d'autres marginalités finalement. Certains disent aussi que tu connais sûrement Florence Servan-Schreiber qui parlait de 3 kiffs par jour dans un de ses livres. Moi, je trouve l'idée aussi intéressante. C'est ce que tu fais, toi, par exemple, au quotidien, d'essayer de voir que dans ta journée, bah, il s'est passé plein de moments super. Oui, et dans le même temps, apprendre à trouver du goût dans la banalité. On parlait des enfants, aujourd'hui on a grand peur de l'ennui, donc il faut faire du judo, du piano, mais l'ennui fait partie de la vie et si on associe le bonheur à quelque chose d'extraordinaire, je pense que c'est une sorte de toxicomanie où il en faut toujours plus. Mais non, le bonheur, c'est être là à chaque instant, à mon avis, oui. Tu parles d'être dans le moment présent ou certains disent la méditation de pleine conscience ou être vraiment pleinement conscient de ce qu'on vit, c'est ça ce que tu veux dire? Oui, oui, c'est-à-dire être dans un rapport au monde qui soit le plus dépouillé possible. Alors, pour ça, il faut. Alors que le commentaire intérieur, c'est ah, si j'avais ça, après je serais mieux. Pour moi, l'idéal pour ça, c'est. Il y a comme une radio, oui. Il faut se séparer de la télé, alors. Je suis étonné le peu de lieux de silence qui subsistent aujourd'hui. Dans un taxi, dans un ascenseur, partout, il y a une musique. Et ça, c'est aussi symptomatique, la peur du silence, parce qu'au début d'une vie de prière ou une vie méditative, il y a forcément des fantômes intérieurs qui surgissent, parce on est peut-être peu enclin à vivre dans le silence. Pourtant, le silence, c'est une ressource. Le silence, c'est comme notre cœur, il y a rien qui peut le bousiller. Il est toujours là. Et si on apprend aux enfants à revenir à ce silence, c'est vraiment précieux. Ouais, quand je t'écoute, ça me fait penser à la phrase de Gandhi qui disait sois le changement que tu veux voir dans le monde, enfin incarne le changement. Je vois pas mieux, Oui, quoi. petit à petit, la manière d'accueillir un voisin, euh, moi je dis souvent aux enfants, essayez de repérer autour de vous quelqu'un qui va mal pour essayer de parler avec lui, de être attentif à ceux qui vivent dans la périphérie de notre intérêt. On est façonné pour aller vers les gens qui peuvent nous renvoyer l'ascenseur et peut-être le bonheur, c'est s'arracher à cette logique du donnant-donnant pour aller vers quelqu'un gratuitement. C'est Nietzsche qui disait la meilleure façon de démarrer la journée, c'est se demander si ce jour-là, on peut faire du bien à quelqu'un. Et j'aime beaucoup cette idée. Ouais, c'est vrai, hein. Parce que quand on va mal, on a tendance à se replier sur soi-même. Et plus on se replie sur soi-même, par essence, on se coupe de la réalité et on souffre encore plus. C'est vrai, ouais. Est-ce qu'il y a des auteurs ou des personnes sur ton trajet qui t'ont inspiré qui continuent à t'inspirer? Euh, Moi, les philosophes, c'est comme des compagnons de route. Je crois que la lecture, c'est entretenir un dialogue avec des maîtres qui nous initient à la pratique spirituelle, oui.
Comme des Et sages. aussi des gens qui, je suis très attentif et émerveillé par les héros du quotidien. Pour moi, le véritable héroïsme, c'est pas de traverser la mer planche à voile, mais c'est d'être joyeux et bienveillant, où qu'on soit finalement. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes par-dessus tout? De nouveau, Maître Eckhart qui dit qu'il faut se déprendre de soi. C'est-à-dire à chaque fois qu'on croit se connaître, se déprendre de ça parce que c'est plus on se fixe dans une image, plus on souffre. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi À et bientôt. bonne route à chacun. Merci.